Un intellectuel remarquable disait récemment que nous devrions tous, durant notre vie, tendre toujours vers le beau, le bon, le bien. Ça m'a juste interpellé quelque part, je veux dire, comme on dit à Sciences Po, le beau, le bon, le bien. Trois bien jolis mots sur lesquels il ne devrait pas y avoir grand-chose à redire. Enfin, est-ce vraiment le cas de nos jours? En plus de cela, pourquoi cet ordre? D'abord le beau, ensuite le bon et enfin le bien. Et moi, si je veux mettre le bien avant le beau, il me saoule ce philosophe. Il y a donc deux questions qui se posent juste quelque part, je veux dire, comme on dit à Sciences Po. Première question, le beau, le bon et le bien sont-ils toujours à la mode par les temps qui courent? Le moins que l'on puisse dire est que cela se discute. Très franchement, le beau n'est plus vraiment à l'ordre du jour dans nos sociétés. Les villes sont de plus en plus moches et saccagées. L'art contemporain est souvent horrible. Les productions littéraires, musicales, cinématographiques et j'en passe sont bien souvent momoches. La mode est bien souvent très momoche. Les relations entre les gens sont bien souvent très momoches. Les affaires de mœurs sont ignoblement momoches, etc., etc., etc. Après, le beau qui tend à se raréfier comme peau de chagrin, passons au bon, c'est-à-dire à la manifestation de la bonté. Le bon n'est plus vraiment à l'ordre du jour. La bonté entre les hommes devient rare, la charité devient un gros mot, l'attention à l'autre a fait place à un autocentrage égoïste envahissant, la législation promet l'inverse du bon pour l'homme, la multiplication des affaires de pédophilie sont l'inverse innommable de la bonté. Alors terminons par le bien, qu'il s'agisse du bien général ou du bien individuel, ce que l'on appelle généralement le bien commun. De nos jours, il semble que le bien commun se soit transformé en une généralisation du mal commun sur à peu près tous les plans. En quelque sorte, la recherche du beau, du bon et du bien se transforme de plus en plus aujourd'hui en la recherche du laid, du mauvais et du mal. Comme le dit très bien tante Gertrude, tout cela n'est pas très sympatoche. Seconde question, est-il logique d'aligner les trois mots beau, bon et bien dans cet ordre? Eh bien, il semble que oui. En effet, le beau tient la première place parce qu'il élève l'esprit de ceux qui le contemplent, parce qu'il décentre la personne sur l'immensité de la création immensément belle, parce qu'il crée ainsi les meilleures conditions psychologiques pour réaliser de bonnes choses. Ainsi donc, assez naturellement, le beau favorise l'émergence du bon. Et il s'ensuit de façon tout aussi naturelle que lorsque nous réalisons de bonnes choses, nous assurons la promotion du bien, qu'il s'agisse du bien individuel ou du bien collectif. Petite illustration, la très célèbre mère Teresa, dans ses mouroirs épouvantables de Calcutta, avait une exigence absolue. Les non moins célèbres petites sœurs qui aidaient à mourir les grands malades des rues devaient être habillées de la plus belle façon possible. Elles portaient toujours un vêtement de religieuse d'un blanc immaculé et offraient toujours le plus beau visage possible. Les mourants, fascinés par ce rayon de beauté qui les recouvrait soudain, retrouvaient une dignité humaine qui leur faisait accepter la bonté manifestée par les religieuses, assurant de la meilleure façon la production du bien individuel pour le mourant et du bien collectif pour la société. Le beau, le bon, le bien, voilà trois mots magnifiques qu'il serait bon que la société dans son ensemble et chacun de nous en particulier s'approprie au jour le jour, comme le propose intelligemment notre philosophe. Cela pourrait transformer en profondeur notre France qui le mérite. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme le dit si bien le dicton populaire, être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Et pour filer la métaphore, nous osons le dire, les machines à vent, ce n'est que du vent. Mais un vent sinistre qui nous brise le cœur, car nous le savons, nos éoliennes défigurent nos paysages, rendent folles nos vaches et abîment nos sols, tout ça pour produire tout juste suffisamment d'électricité pour allumer une ampoule de 10 watts dans le grenier de tante Gertrude.
Les anti-éoliens, dont je suis heureux de faire partie, ne sont pas des réactionnaires, des ennemis du progrès. Ah non, 1000 fois non. Ce sont plutôt des avant-gardistes. Oui, messieurs, dames, qu'on se le dise, les anti-éoliens sont à l'avant-garde de la vraie écologie. Car l'éolien, ce n'est pas le progrès, et nous verrons bientôt, dans un jour pas si lointain, tout le monde faire vent arrière. Car le vent tourne. Autrefois, l'on chantait poétiquement « Tourne, tourne, gentil moulin », alors que maintenant, l'on chante diaboliquement « Tourne, tourne, horrible engin ». Et pourtant, grâce à la mobilisation de valeureux chevaliers de la véritable écologie, l'invasion inéluctable des éoliennes pourrait bien marquer le pas. C'est ainsi que le préfet de Charente-Maritime, département numéro 17, il faut réapprendre vos départements. Ce bon préfet vient donc de s'opposer à l'implantation d'un parc éolien au Puy-du-Lac, une bourgade située non loin de Rochefort. Cette petite brise de bon sens est plus que bienvenue. Mais il y a mieux encore, dans l'Hérault, département numéro 34. J'en profite pour vous faire réviser votre géographie. Il ne faut jamais manquer une occasion de s'instruire. Dans l'Hérault donc, une décision de justice vient d'être rendue, obligeant le démontage pur et simple de 7 monstres en acier appelés éoliennes, hautes de 93 mètres, qui défigurent honteusement le paysage local. Un collectif s'était monté pour lutter contre l'invasion migratoire d'éoliennes et a donc fini par obtenir gain de cause. Une première. Espérons que cette décision fasse jurisprudence, que les faux écolos se le disent. On ne peut pas impunément et éternellement dissocier écologie et nature, énergie et environnement, culture, paysage et lutte contre le réchauffement climatique. Greta, au passage, si tu m'entends, prends-en de la graine et mange-en. Cela pourra te faire grandir, tu passeras d'une taille de 1,48 m à une taille de 1,51 m. Saluons la ténacité de ce courageux collectif. Le permis de construire de ces éoliennes avait déjà été annulé à 3 reprises par le Conseil d'État en 2017, mais il fallait une décision de démolition pour que ces horribles engins soient enfin déconstruits. La morale de cette belle histoire est claire comme de l'eau pure des Alpes. Oui, l'on peut revenir en arrière. Non, l'éolien n'est pas écrit dans le grand livre du progrès pour l'éternité. C'est rassurant finalement. Vous savez ce que cette victoire m'inspire ? Par les temps qui courent, le Français fier de son pays et de son terroir est lui aussi une espèce en danger. Il va y avoir besoin d'un certain nombre de collectifs pour assurer sa protection, mais comme pour la protection de la France contre les moulins à vent, c'est possible. Sur cette conclusion très optimiste, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain. Je me permets, de temps à autre, de vous conter une anecdote personnelle et je voudrais donc ce soir vous en raconter une que je trouve particulièrement amusante. À la suite d'une chronique récente, au cours de laquelle j'épinglais, comme il se doit, Macronor, Covidor, microbien, j'ai reçu, il y a quelques jours, un appel sur mon portable émanant du directeur de cabinet de la présidence de la République. Étonné, je me demandais « Qu'est-ce qui me veut celui-là ?» Avouons-le, le démarrage de la conversation fut glacial. En gros, comme en maigre, le directeur du cabinet m'expliqua que Macron était Dieu et que je n'étais rien et qu'il était impensable que Dieu soit attaqué par rien. Tout cela, me dit-il doctement, était honteux, minable et lamentable de ma part. J'écoutais avec délectation cette attaque frontale sur ma modeste personne sans dire un mot. Au bout de 14 minutes et 17 secondes de savonnade salée, il se fit un petit silence. Je me jetai courageusement à l'eau et demandai au directeur « C'est tout ?» Eh bien non,
ce n'était pas tout, car monsieur le directeur rajouta « Le président aimerait vous rencontrer pour qu'il vous dise tout cela d'homme à homme ». Je répliquai « Désolé, monsieur le directeur de cabinet, mais je ne rencontre pas n'importe qui tout de même. Comme on dit dans la chanson, je ne suis pas celui que vous croyez. » Réponse du directeur « Vous êtes le seul à vous trouver drôle. En fait, le président pourrait vous proposer une mission qui devrait vous plaire. » J'éclatai alors d'un rire joyeux, mais il fallait me le dire tout de suite, monsieur le directeur, c'est oui quand vous voulez. Une seule condition, que je puisse rester chroniqueur chez TV Liberté, car j'ai une passion pour cette télévision libre au service de la vérité. Le directeur de cabinet de Macronor bougonna. A priori, pas de problème, je vous téléphone très vite pour vous fixer un rendez-vous. Et il raccrocha sans me dire au revoir. Petit voyou va, pire que Manu, et c'est pas peu dire. Je trouve tout cela particulièrement jouissif. Comme quoi, tout peut arriver. Je vais peut-être devenir un pote à Manu, chef de guerre. Je vous dirai bientôt comment évolue le feuilleton. Sur cette conclusion alléchante, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Sans bruit, dans l'ombre, alors que l'attention de tous est mobilisée par le covidisme rampant et que les nerfs s'usent entre couvre-feu sans fin, reconfinement en accordéon et vaccins contestés, le gouvernement continue de dérouler son agenda dramatique de submersion migratoire. Les mineurs isolés sont devenus des figures incontournables des médias, en particulier dans la presse quotidienne régionale, qui se délectent d'anecdotes montrant la capacité des 10 mineurs à attendrir le cœur des Français simples de province, qui leur ouvrent leur maison et leur famille, et parfois davantage encore, entre bons sentiments et parfois sordides épilogues. On a des Ali, apprentis boulangers, des Moussa, fiancés noirs pour des mariages blancs, et des Yacine, invités qui se transforment en égorgeurs, tout ça dans un grand vent de fleurs aux parfums étrangers. Mais ce n'est pas cela qui préoccupe notre bonne Marlène, la madone du vivre ensemble, la plantureuse copine à Moussa d'Armarien. Elle a d'autres plans à l'étude. Il y a d'autres dossiers beaucoup plus ambitieux que les mineurs étrangers qui investissent notre pays et qui d'ailleurs ne sont pas forcément des mineurs. Ainsi, Marlénou d'Amour vient d'envoyer une directive au préfet destinée à mettre en avant les migrants dans les futurs dialogues qui auront lieu avec les entreprises qui souhaitent participer au plan de relance. C'est même une priorité gouvernementale qu'elle nous cause, la Marlénou d'Amour. D'amour multiculturel s'entend. Une priorité pour maintenir la cohésion sociale qu'elle nous dit. Je traduis. Si jamais ce n'était pas très clair pour vous, donnez-leur vite un boulot aux migrants, sinon ça va mal se passer et on va le payer. De toutes les façons, nous allons le payer, car un bébé allaité par sa maman comprend naturellement qu'il n'est pas indolore de faire rentrer toujours plus d'étrangers sur notre sol et de leur confier du travail à eux plutôt qu'à son papa chéri. Tradition d'accueil, tradition d'asile, blablabla, 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 nous connaissons ces éléments de langage par cœur. En pleine pandémie, alors que les chiffres du chômage grimpent et risquent de grimper jusqu'au ciel, aussi et même peut-être plus sûrement que les chiffres des accueils en réanimation, la priorité est donc de donner des emplois aux migrants. On ne leur demandera pas, au passage, s'ils sont porteurs du virus. Ça n'est pas conforme à notre tradition d'accueil et d'asile et blablabla et blablabla et blablabla. Derrière ce grand mouvement de fraternité, il y a des affaires de gros sous, comme toujours. Donc je décrypte pour vous. Le programme HOPE. Quel joli nom, encore un nom anglais, de l'espoir, mais pas pour nous. Le programme Espoir que déploie Lily Marlène répond à une logique de prise en charge complète du réfugié allant de l'insertion professionnelle à l'accès aux soins, à l'accompagnement administratif ou à la recherche de logement.
Le coût peut aller de quelques milliers d'euros par individu à plus de 35 000 euros, auxquels viendront s'ajouter toutes sortes d'aides annexes. Comme me le disait Tante Gertrude, ma conseillère politique à qui je racontais cette histoire, ne comptons pas, au diable les varices. Elle a raison, la tata, quand on aime, on ne compte pas. Le problème, c'est que dans cette histoire, ceux que l'on aime, ce ne sont pas nos compatriotes. Ça ne serait peut-être pas complètement idiot d'aimer d'abord nos compatriotes dans le besoin. Manifestement, la Marlenou a l'amour sélectif, avec une préférence étrangère bien marquée. Elle est macroniste et a donc une passion pour le « en même temps ». Elle aime en même temps les immigrés et les immigrés. Sur cette conclusion d'amour migratoire, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Le monde chrétien est entré depuis aujourd'hui dans ce qui représente pour lui le moment le plus important de l'année. Il s'agit des 3 jours de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ il y a 2 millénaires. Dans les temps actuels, ce monde chrétien vit un moment d'interrogation, de trouble, de déroute. En France plus particulièrement, l'Église catholique s'écroule lentement mais sûrement, le nombre de pratiquants réels tournant autour de 1 à 2% de la population, chiffre à rapprocher des 95% de pratiquants à la veille de la Révolution française. Les ordinations de prêtres tournent autour d'une centaine par an, quand il en faudrait 10 fois plus pour assurer une rechristianisation de la France. Le clergé affiche chaque année davantage son indépendance par rapport à la doctrine catholique, qu'il modifie en fonction des options politiques, sociales ou culturelles du moment. L'enseignement catholique n'a globalement plus de catholiques que le nom et forme des générations de futurs jeunes adultes qui n'ont plus de catholiques que le nom. Les familles de tradition catholique axent prioritairement, quand ce n'est pas exclusivement, l'éducation des enfants sur l'obtention de diplômes. Pour couronner le tout, le chef de l'Église catholique, dont l'obsession devait être de catholiciser le monde, effectue un voyage en Irak pour déifier les autorités musulmanes, dans un pays où le catholicisme a été violemment éradiqué par les forces musulmanes, et croit utile de s'immiscer dans la politique française en attaquant frontalement Marine Le Pen. Il en résulte que les catholiques français ne savent plus très bien où ils habitent. S'ils suivent les autorités catholiques de notre pays, soutenues par le pape, ils perçoivent que les positions prises par ces autorités accompagnent la déconstruction de la France. Malaise. S'ils ne suivent pas ces autorités, ils se sentent tout aussi mal à l'aise car ils ont l'impression de ne pas avoir rempli leur devoir d'obéissance et de se marginaliser. Seul un petit noyau, communément appelé traditionnaliste, se revendique sans complexe reconstructeur en s'attachant à l'éducation chrétienne de son environnement proche, en remplissant ses propres églises, en créant ses propres écoles, en s'affichant pleinement résistant à la vague de déconstruction qui submerge la France. Il y a 1 an, pendant la Semaine Sainte, le monde catholique était touché par l'épouvantable incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis par le confinement imposé dictatorialement par le gouvernement, interdisant aux catholiques la célébration, dans les églises, des 3 jours les plus importants de l'année. Cette année, sur fond de christianophobie galopante, les églises restent tout de même ouvertes pour les cérémonies religieuses. Puisse la France catholique se réveiller et reprendre son chemin missionnaire à tous les niveaux afin qu'elle se mette en conformité avec les demandes clairement formulées par le Christ il y a 2000 ans et qu'elle se lance à corps perdu dans la reconstruction de notre pays. Sur cette conclusion positive, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à mardi.